de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information de ce jeudi 11 août 2022 sur le miroir de la femme. Les rideaux sont tombés sur la deuxième session ordinaire du Conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2022 et c'était ce matin à l'hôtel de ville de Niamey sous la présidence du député maire, président du Conseil de ville de Niamey, l'honorable Oumarou Moumouni Dogali. Reportage. À l'issue de 4 jours d'intenses travaux affectés à la deuxième session ordinaire du Conseil de ville de Niamey, ouverte le 8 août 2022, plusieurs questions ont été abordées à travers une feuille de route présentée à sa date d'ouverture. Durant cette session, certaines préoccupations de la population de la ville de Niamey ont été passées en revue par les autorités communales et la feuille de route était claire à cette cérémonie de clôture. Cette session est assortie de délibérations qui recadrent le contexte administratif de l'aménagement de la corniche Yandalaba ou de celle qui permettra d'anticiper sur le futur relativement à l'aspect inondation de la ville de Niamey par le fleuve Niger. L'exécutif de la ville de Niamey mènera sans ménagement des offensives pour revivifier le projet Ville Nouvelle de Niamey puisque c'est un projet à même de réconcilier la ville avec son joyau naturel qu'est le fleuve Niger. Nous allons nous servir de la carte de la diplomatie locale pour rechercher des partenaires véritablement dégourdis et motivés pour la concrétisation du Grand Niamey, une vision chère à son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. C'est le lieu pour nous de requérir l'appui conseil du gouvernement de son Excellence du gouvernement pour que le Grand Niamey devienne une réalité plutôt qu'un vœu. Dans tous les cas, le Conseil de ville de Niamey recherchera les voies et moyens, bien entendu avec la bénédiction des plus hautes autorités du pays, pour réaliser le projet d'aménagement des berges du fleuve, car nous avons obligation d'imaginer un avenir meilleur, autant que faire se peut, pour les habitants. Pour ce qui est des différents protocoles d'entente établis entre la ville de Niamey et les villes sœurs de la République islamique d'Iran, tout récemment, nous avons eu l'insigne honneur de recevoir à Niamey le président du conseil de ville de Com. Nous sommes convaincus que de ce côté aussi, nous allons parvenir très rapidement à une concrétisation de plusieurs des projets convenus d'un commun accord pour le grand bonheur de nos concitoyens. Derrière tout ce travail d'établissement de relations de coopération décentralisées entre les villes iraniennes et la ville de Niamey se trouve un grand diplomate, en la personne de son Excellence Dr Mehdi Kardos, ambassadeur d'Iran au Niger. Il nous plaît donc de lui exprimer au nom de la ville de Niamey toute notre reconnaissance et notre estime. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, mes chers concitoyens, permettez-nous d'exprimer enfin notre satisfaction par rapport au déroulement de nos travaux qui ont eu lieu pendant 4 jours. Vous avez, comme à l'accoutumée, participé très activement au débat et il y a eu une harmonie dans les points de vue sur toutes les questions abordées. Cela constitue véritablement un motif de satisfaction.
La deuxième session ordinaire du Conseil de ville de Niamey a pris fin sur une note de satisfaction générale avec l'adoption de plusieurs projets pour la bonne marche de la ville. Le collectif de l'intersyndicale des travailleurs du Niger a rendu publique une déclaration sur la hausse du prix et du gasoil. Suivez plus. L'intersyndicale des travailleurs du Niger, réunie ce jour 10 août 2022, en session extraordinaire afin d'examiner la rencontre avec le président de la République relative à l'augmentation du prix du gasoil. L'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, composée de la CGSL Niger, la CNT, l'USTN et l'USPT, fait la déclaration dont la teneur suit. En réaction à la déclaration rendue publique le jeudi 4 août 2022 par les centrales syndicales membres de l'ITN, le président de la République nous conviait à une rencontre le samedi 6 août à son cabinet. Cette rencontre s'est déroulée exclusivement sur la question de l'augmentation de 130 francs sur le prix du litre du gasoil. Ainsi, après analyse approfondie des raisons avancées par le président de la République, l'intersyndicale des travailleurs ITN constate qu'il ne s'agit ni plus ni moins que de venir au secours de la SONIDEP, une société victime du manque d'orthodoxie dans sa gestion. Et si elle est fortement endettée et n'arrive plus à constituer le moindre stock pour la consommation nationale, c'est du fait de la responsabilité de ceux qui l'ont géré, car les prix n'ont guère changé au niveau de la SORAS. La mauvaise gestion gouvernementale, la mauvaise gestion gouvernementale, la lutte continue, tous unis, nous l'aidons, la victoire et Aussi, toute tentative de lier cette hausse à la volonté de s'aligner avec les pays de la sous-région qui n'ont pas les mêmes réalités socio-économiques que le nôtre, dans le souci de protéger la production interne, relève de la duperie. Du reste, le Nigeria, afin d'endiguer la contrebande de marchandises, notamment du riz, a fermé sa frontière pendant 15 mois. Ces arguments tout aussi fallacieux que saugrenus ne sauraient convaincre le plus naïf des Nigériens. Nous sommes convaincus que d'autres voies pour protéger le marché intérieur existent. C'est pourquoi l'intersyndicale des travailleurs du Niger 1. Constate que le dialogue social, principe cardinal de l'OIT, et le caractère démocratique de l'État, selon lequel les décisions en matière de gouvernance sont concertées et non imposées, sont en train d'être enterrées au Niger, ce qui constitue un grave recul pour la démocratie et une réelle menace sur l'état de droit. L'ITN informe le gouvernement qu'elle n'entendra pas, pour quelque raison que ce soit, consentir des sacrifices pour couvrir la forfaiture d'individus avides qui s'enrichissent impunément sur le dos du contribuable nigérien. 3. Exige par conséquent un audit indépendant de la SONIDEP et du Fonds de l'énergie afin de faire toute la lumière sur leur gestion. Rappelle au président de la République son devoir constitutionnel de protéger et préserver les ressources nationales au seul profit des Nigériens. 5. Rejette les arguments avancés par le gouvernement et reste ferme et intransigeant sur l'annulation de cette décision impopulaire qui a déjà commencé à engendrer des effets néfastes sur les produits de première nécessité et les coûts du transport. 6. Demande au gouvernement de prendre toute la mesure du problème afin d'éviter à notre pays des épreuves inutiles aux conséquences imprévisibles et dont il sera le seul comptable devant l'histoire. 7.
Enfin, l'ITN appelle les travailleuses et travailleurs à une mobilisation massive pour les actions à venir. Aucun sacrifice n'est de trop pour établir un État respectueux des droits de la personne. Après le baccalauréat, c'est le choix des écoles ou universités qui s'opposent aux bacheliers. Pourquoi tant de choix et quels conseils pour s'orienter? Élément de réponse dans ce reportage. Avoir le baccalauréat ne signifie pas avoir terminé toutes les études, car c'est un diplôme ou un parchemin permettant d'accéder aux différentes universités et entamer des études supérieures. Certains bacheliers se préfèrent alors aux universités publiques car selon eux, dans ces genres d'universités, la formation est dynamique et on n'y rencontre guère de problèmes. Étant de nouveau, on a eu des difficultés pour les choix, mais on a pu s'en sortir. J'ai choisi l'université à Boumoumouni puisque ça a été le meilleur. J'ai vu beaucoup de mes amis, beaucoup de mes grands, beaucoup de professeurs qui m'ont conseillé d'aller là-bas. Mon premier choix, j'ai choisi le droit. Et deuxièmement, j'ai choisi anglais. Et troisièmement, j'ai choisi de faire la psychologie. Je me suis inscrit ici parce que c'est l'unique université que je vois qui peut me garantir une meilleure étude. C'est une université vraiment reconnue et le diplôme est vraiment reconnu. Ils peuvent se mesurer à la même mesure. Par contre, d'autres pensent que, vu le retard académique, le nombre important des étudiants qui s'inscrivent dans les UPN, vu les conditions d'études, il est préférable de s'inscrire dans les instituts professionnels, même si certaines écoles privées ont ouvert leurs portes pour la commercialisation de l'éducation. La plupart des étudiants, nouveaux bacheliers, s'inscrivent dans les établissements publics, c'est-à-dire les universités publiques du Niger. Souvent certains, dès la première année, ils s'inscrivent dans les grandes écoles. Cependant, vous allez constater depuis un certain temps, il y a des étudiants qui quittent les universités pour les grandes écoles. Vous allez me dire pourquoi, madame? On ne peut pas comprendre et admettre qu'à un moment où le système licence, master, doctorat a été instauré sur l'ensemble des pays membres de CAMES et au Niger depuis 2007, qu'on constate qu'il y a des facultés où les étudiants font 4 ans en première année, 3 ans en première année, 2 ans en première année sans connaître le résultat du premier semestre, c'est-à-dire on tourne en rond où vous avez la faculté de droit, où vous avez 3 à 4 promotions qui sont en première année. Or, un étudiant visionnaire qui regarde, au lieu de perdre ton temps pendant 2 ans, 3 ans en première année, vaut mieux s'inscrire souvent dans les grandes écoles où les gens mettent tout à leur disposition et ils font en 1 an une première année, en 2 ans souvent une 3e année et en 3 ans vous avez votre diplôme. Le choix d'être dans des universités publiques ou privées et le temps de la formation importe peu. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne formation à l'issue de laquelle on peut se défendre une fois sur le terrain, mieux gérer son activité et surtout en tirer des bénéfices. L'actualité internationale à présent avec le Taïwan qui effectue un exercice simulant une défense contre une invasion chinoise. Le reportage de France 24. Au large du comté de Pingtung, sur la pointe sud de l'île, l'armée taïwanaise s'entraîne à son tour. Avec ses exercices de tir d'artillerie à balles réelles, les hommes simulent une attaque de la Chine. La protection de notre patrie est la responsabilité de nos soldats. Quelle que soit la situation actuelle, nous nous entraînons constamment et accumulons de l'expérience pour être meilleurs. C'est la meilleure façon de protéger notre pays. Ces exercices prévus de longue date interviennent alors que depuis jeudi dernier, la Chine mène des manœuvres militaires autour de l'île.
Des entraînements déclenchés par Pékin pour dénoncer la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi. À Taipei, les autorités y voient une répétition générale avant une attaque chinoise. La Chine a utilisé les exercices et sa feuille de route militaire pour préparer l'invasion de Taïwan. Elle mène des exercices militaires et des tirs de missiles à grande échelle, ainsi que des cyberattaques, une campagne de désinformation et une coercition économique afin d'affaiblir le moral de la population à Taïwan. La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces qu'elle ambitionne de réunifier un jour au reste du territoire, par la force, si nécessaire. La réponse du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères au chef de la diplomatie taïwanaise est sans équivoque. Ce soi-disant ministre des Affaires étrangères n'est que le directeur d'un des bureaux régionaux des Affaires étrangères de la Chine. Les contre-mesures prises par la Chine à l'encontre de la visite de Pelosi à Taïwan sont entièrement justifiées, raisonnables et légitimes. En plus de ces exercices militaires, la Chine a annoncé une série de sanctions diplomatiques contre les États-Unis. Pékin a ainsi suspendu les négociations internationales autour du climat et de la défense prévues avec Washington. Élection présidentielle au Kenya, la pauvreté est un défi de taille que doit relever le prochain président. Ancienne colonie britannique, le Kenya fait figure de bon élève en matière de démocratie et du résultat économique. Les presque 55 millions de Kenyans vivent dans un pays décentralisé. Leur chef de l'État est élu tous les 5 ans. La population est majoritairement chrétienne et l'anglais et le swahili sont les langues officielles. Ces 20 dernières années, le développement économique a été très important. Entre 2000 et 2021, le PIB est ainsi passé de $397 par habitant à un peu plus de $2000. Pour y parvenir, le pays s'appuie principalement sur sa production agricole et se tourne vers l'étranger. Pékin pour construire de grandes infrastructures, le FMI et la Banque mondiale pour financer sa dette massive. Aujourd'hui, la dette publique dépasse les 66 milliards d'euros selon la Banque centrale kenyane. Défi supplémentaire, la pauvreté. 45% des Kenyans vivent encore avec moins de 2 euros par jour. Le plus gros défi des électeurs au Kenya, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie a atteint des sommets et rend la vie très dure pour la majorité des Kenyans. Ces difficultés sont aggravées par une corruption forte selon l'ONU. Dans certaines régions, la misère s'ajoute à l'insécurité, notamment le terrorisme au nord du pays. Parmi les pistes de l'État pour relever ces défis, l'éducation. Le pays a ainsi consacré plus de 5% de son PIB à l'enseignement en 2018. Aujourd'hui, 99% des enfants kenyans fréquentent l'école primaire. Manifestation contre la vie chère dégénère en Sierra Leone. 2 policiers ont été tués. Le récit. Des tirs de gaz lacrymogène pour tenter de riposter, rejet de pierres et de bâtons des manifestants. À Freetown, la manifestation contre le coût de la vie se voulait pacifique à l'initiative d'un groupe de femmes. Elle a tourné à l'émeute. Nous n'avons pas de liberté d'expression et il n'y a aucun respect pour nous, les femmes, et notre économie est en déclin. Et le coût de la vie est très élevé. À cause de cela, nous souffrons. Des violences qui ont causé la mort de plusieurs personnes, dont au moins 2 policiers. De nombreux manifestants demandent désormais le départ du président Julius Maada Bio. Le gouvernement a lui décidé d'instaurer un couvre-feu de 15h à 7h du matin. Les autorités ont même coupé Internet une partie de l'après-midi. Certains individus sans scrupules se sont lancés dans une manifestation violente et non autorisée qui a entraîné la mort de Sierra Léonais innocents, dont des membres des forces de sécurité. Le gouvernement réaffirme son engagement à maintenir la loi et l'ordre pour protéger les droits fondamentaux du peuple. La Sierra Leone subit de lourdes conséquences économiques de la crise du Covid-19 et surtout ces derniers temps de la guerre en Ukraine, avec une augmentation du coût de la vie de 40% ces derniers mois. Inquiets de la situation, les Nations Unies ont appelé au calme et au dialogue. Point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.
de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.